nous entamons notre dernière table ronde qui était sur les biens communs immédiats. On a vu qu'il y avait la possibilité de penser un bien commun, de penser la bonne forme de gouvernement pour ce bien commun. On a vu lors de la deuxième table ronde qu'il y avait une capacité à agir à un niveau local, à un niveau personnel, à un niveau familial, pour faire advenir ce bien commun, quand bien même la structure étatique n'était pas, pour le moment, la plus adéquate. Il y a aussi, et c'était une perspective de long terme, où il s'agissait de développer en local un type de rapport communautaire entre familles, entre voisins, qui nous entraîne à modifier peu à peu la société, à la modifier par le bas, lentement, invinciblement, végétalement, mais du coup d'une manière victorieuse à terme. Il y a aussi des biens communs immédiats, qui sont ceux qui sont les plus fragiles, et qui, malgré tout, réclament aussi de notre part que nous sachions les définir et vraisemblablement agir. Puisque donc cette recherche du bon gouvernement, cette recherche du bien commun pour tous tout de suite, c'est aussi le fait de s'engager immédiatement, bien sûr à une consommation sobre et vertueuse, mais aussi pour des causes qui sont absolument nécessaires. Cette première cause, c'est en fait la cause de l'identité culturelle. Car après tout, la vraie condition du bien commun est peut-être moins dans le fait que le gouvernement soit excellent et que les citoyens soient prêts à participer aux efforts de ce gouvernement. Peut-être que la condition nécessaire du bien commun, c'est le fait d'avoir un commun, et un commun qui soit la langue, comme le rappelait Gauthier Besse tout à l'heure, un commun qui soit la culture, un commun qui soit, en fait, tout ce qui est en train, justement, de disparaître. Ne serait-ce que le commun d'une histoire qui peut-être nous permettrait, lorsque nous sommes ici, de discuter sur les bienfaits ou les méfaits de la colonisation, mais surtout, au moins, une connaissance historique qui serait partagée par tous. Un récit de ce qu'est la France qui serait partagé par tous. Or, c'est précisément ce bien commun-là qui est en train de disparaître. Et inversement, par rapport à cette identité qui est en train de s'effondrer sur elle-même, de s'émietter, de se fracturer comme le reste de la société française, il y a aussi une projection à l'extérieur qui n'est peut-être pas le fait d'assurer la grandeur de la France au-delà de ses frontières, mais qui est très certainement d'assurer un bien commun dont nous avons besoin, un bien commun qui est aussi celui de cette maison commune écologique dont parle le pape François, et qui est le bien commun de la chrétienté, parce que être chrétien, c'est vraisemblablement, là aussi, apporter une véritable réponse communautaire, sociale, relationnelle, à la nécessité d'un bien commun. C'est mettre en place, là aussi, l'une des conditions de ce bien commun, qui est un vocabulaire commun, un vocabulaire spirituel, un vocabulaire social commun. Donc j'accueille avec grand plaisir Charles de Meyer, président de SOS Chrétien d'Orient, qui nous... Grand merci. Merci à toi, qui nous permettra de parler justement de l'urgence diplomatique, de cette urgence d'un bien commun extérieur. Et j'accueille avec autant de plaisir Gabriel Cluzet, écrivain et journaliste à Boulevard Voltaire, bonjour Gabriel, qui va nous parler justement de cette urgence identitaire et éducative. Quel est celui d'entre vous qui a envie de commencer? De plier aux volontés de Gabriel. Voilà, il faut que tu parles plus dans ton micro. Est-ce qu'on entend mieux là? Là, c'est parfait. Très bien. Alors moi, je veux bien commencer. Je voulais simplement dire une chose peut-être. On n'entend pas. Alors attendez. Sur Ron, ça ira mieux. Donc j'ai partagé à peu près l'ensemble des propos de Gauthier. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il n'y en a qu'un. Voilà. Ça fonctionne? Oui? Ouais. La voix de Gabriel ne marche pas. C'est rare, non, j'ai une voix stridente. Donc simplement ce que je voulais dire, c'est que moi, la grandeur de la France ne m'est pas indifférente, j'avoue. Que la France soit belle, certes, mais parce qu'elle est belle, elle doit être grande, parce qu'elle pourra ainsi rayonner. Je crois d'ailleurs que le mot magnanime, qui veut dire esprit grand, n'est pas synonyme d'écrasement, mais au contraire de douceur et de miséricorde. Donc non, il ne m'est pas indifférent que la France soit grande, pour ma part. Sinon, j'ai partagé l'ensemble. Alors, il me semble que la culture, c'est évidemment le moteur du bien commun, parce que c'est le bien commun au sens patrimonial du
du terme patrimonial impalpable, et sans ce bien commun, sans cette culture que nous avons reçue, que nous allons transmettre, nous sommes, comme je crois le disait Renan, des enfants trouvés qui mourront célibataires. Nous n'avons rien reçu, nous n'avons rien donné, nous sommes des électrons libres qui cherchons simplement à attirer la couverture à nous. Donc cet élément culturel est évidemment essentiel. Alors vous parlez d'urgence, je crois en effet qu'il y a une urgence, parce que tant qu'il y a les fondations, on peut reconstruire. Moi je sens, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je ne suis pas une technocrate ni une optimiste, mais j'ai le sentiment que même les fondations de cette culture sont en train vraiment d'être détruites, soit au marteau-piqueur, soit à la lime à ongles. Emmanuel Macron, c'est plutôt à la lime à ongles quand il dit nous n'avons pas de culture, il dit nous n'avons pas une culture, mais nous avons des cultures. C'est une façon très fine de le dire, c'est une façon de l'émietter, de la fragmenter. On nous a fait ça déjà avec la famille, hein. Il n'y a pas une famille, mais il y a des familles, ce qui revient à dire qu'en fait, une famille c'est tout, donc c'est-à-dire rien. Donc je crois qu'il y a là une urgence à sauver cette culture. Alors, évidemment, cette culture française n'est peu ou plus enseignée à l'école ou en coup de vent. Par exemple, les filières littéraires qui sont le plus à même de la transmettre sont extrêmement dépréciées. Alors ça vient, c'est assez idéologique, hein, puisqu'on sait que Bourdieu a voulu que la sélection se fasse par les sciences, parce qu'il jugeait que la transmission par les lettres permettait un peu, comment dire, des élites, des endo-élites, enfin une reproduction des élites, puisqu'évidemment, quand on a lu soi-même, quand on va dans les musées, on transmet plus facilement à ses enfants. Donc il y a eu une dépréciation des filières littéraires. Il y a ensuite, alors pardonnez-moi d'être un petit peu anecdotique, mais je le vois à travers mes enfants, une gestion de l'objet culturel tout à fait improbable de la part de beaucoup de professeurs. Moi, j'ai des enfants en cours élémentaire, je vois ces enfants qui sont emmenés, alors qu'ils n'ont jamais vu Botticelli ou Léonard de Vinci ou je ne sais qui, eh bien, on les emmène voir dans des musées d'art contemporain tout à fait improbables, qui seraient à la limite la cerise sur le gâteau, vous voyez, qui se sont construits en opposition et en déconstruction, on le sait, donc pourquoi pas aller les voir et s'intéresser en effet à leur démarche, mais une fois qu'on a vu la construction. Or, ces enfants-là n'en verront jamais rien, ils sortent de là en se disant bah, finalement, moi en maternelle, j'étais capable de faire ça, si c'est ça un chef-d'œuvre. Finalement, il y aura des enfants, bien sûr, qui iront dans des musées, qui verront les chefs-d'œuvre de notre culturel, mais ces enfants-là seront de ces familles-là dont parlait Bourdieu, qui, elles, ont quelque chose à transmettre. La transmission se fait dans la famille au lieu de se faire par l'école. Donc, un certain nombre de familles transmettent leur culture, celles qui ont un habitus, pour reprendre une expression de Bourdieu, un habitus de transmission, on transmet l'argenterie, les portraits de famille et la culture. Et bien finalement, cette école de Bourdieu est arrivée au résultat inverse de celui qu'elle cherchait, c'est-à-dire que ce sont les familles des gens modestes, les petites gens, comme dirait Manuel Valls, qui n'ont plus accès à cette culture. Donc eux, leur culture s'arrêtera à ces musées d'art contemporain, ils n'auront jamais rien connu d'autre. Parce qu'évidemment, le tourisme, il faut le préciser, le tourisme culturel, je le disais encore récemment, est le tourisme le plus cher qui existe, vraiment réservé à une certaine élite. Donc seules ces familles-là transmettront. On peut dire la même chose de l'Église, vous en parliez. C'est vrai que la culture, notre culture a quand même été modelée par, enchevêtrée de christianisme. Eh bien, l'Église a cru bien faire en faisant de la transmission horizontale et en oubliant la transmission verticale. Je crois que notre génération en a été victime, et malheureusement, même s'il y a un vrai renouveau, cela perdure dans certains endroits, notamment dans la France périphérique. Là encore, les villes sont plus gâtées. Eh bien, l'Église pense à donner sur le plan matériel, ce qui est très bien, ce qui est évidemment qu'il faut aider les pauvres sur ce plan-là, mais elle ne nourrit plus spirituellement. Donc son plus grand trésor, la foi, elle a souvent oublié de le transmettre, malheureusement. Et je crois que nous le savons tous, au moins, enfin tout le monde évidemment, mais de façon, comment dire, assez importante pour qu'on puisse le constater. Et donc, de ce fait, eh bien, il se passe rigoureusement la même chose que pour la culture scolaire. Ce sont les familles qui ont une habitude de transmission, qui ont généré des liens de catéchisme alternatif, qui connaissent les bons tuyaux, la miche de pain de la grand-mère, et puis peu à peu, telle communauté, telle ou telle autre. Et puis finalement, les écoles catholiques ne remplissant plus pour beaucoup
cet objectif d'évangélisation, eh bien ce sont toujours les familles des gens modestes qui restent sur le carreau et qui n'ont absolument rien reçu ou peu. Et ce d'autant plus, il faut bien le dire quand même, que, et à mon avis c'est une erreur, que a été laissé sur le côté ce qui parlait peut-être le plus aux petites gens, encore une fois pour reprendre l'expression de Manuel Valls, c'est-à-dire les manifestations de catholicisme populaire qui ont été oubliées, les pèlerinages, les pardons, les rogations, les lieux miraculeux où on allait, parce que l'Église les trouvait un peu teintées de paganisme, peut-être un peu de superstition. Elle voulait aller vers une religion toujours plus éclairée. Alors pas toute l'Église, encore une fois, hein, je parle d'un mouvement peut-être général, qui était déjà dénoncé par le père Serge Bonnet dans son livre Défense du christianisme, du catholicisme populaire. Et je crois qu'il faut revenir à ces manifestations concrètes. Tout le monde n'a pas l'esprit assez conceptuel et pour cette religion, une religion très désincarnée. Il faut revenir à cette conception très charnelle et locale, hein, on parlait du local tout à l'heure, qui est la religion. Alors le reflux de la culture, il passe aussi par la dérégulation des rapports hommes-femmes qu'a induit mai 68. Moi, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, parce que j'avais écrit un livre sur le féminisme, et j'en parle. Évidemment, tout ce que notre France avait réussi de beau, que l'on voit du reste dans sa littérature, dans son art, dans l'Occident de façon générale, c'est bien sûr ces rapports hommes-femmes, Gauthier Besse en parlait tout à l'heure, qui sont aux fondations même de la famille. Eh bien, cette dérégulation du mariage, cet écrasement des étapes intermédiaires, cette façon extrêmement prosaïque d'apprendre aux enfants, je reviens à l'éducation sexuelle de façon extrêmement technique et hygiéniste, on peut tout faire pourvu qu'on soit couvert. C'est évidemment, ce n'est pas ça, des relations entre hommes et femmes bien comprises. Ce dénigrement de la galanterie, par exemple par les instances féministes qui l'appellent sexisme bienveillant, quand au contraire la galanterie et la force que l'homme met au service de la femme pour combler cette égalité. L'égalité entre hommes et femmes ne peut évidemment se concevoir que sur le plan intellectuel, sur le plan physique. Une femme et un homme sur un ring de boxe, on sait bien qui sortira vainqueur et qui sortira vaincu. Bon, mais ne pouvant se concevoir que sur le plan intellectuel, cette galanterie est au contraire la façon de combler ce creux. On ne l'apprend plus aux enfants. Bref, et tout cela était issu évidemment de l'amour courtois. Donc tout cela évidemment se délite. Et fait que notre culture reflue, avec en plus évidemment le phénomène de la mondialisation qui tend à la diluer complètement. Alors évidemment, puisqu'il n'y a plus une culture qui est en train de se déliter, et bien comme la nature a horreur du vide, une autre est en train d'arriver à la faveur d'installations de population autochtone qui peut susciter des inquiétudes. En effet, mais je remarque que par exemple, nous parlions des rapports hommes-femmes, la pudeur est un mot qui revient avec l'islam, de façon délétère sans doute, mais s'il revient de cette façon-là et s'il trouve un certain écho, c'est que sans doute notre culture l'avait oublié et qu'un vide s'était creusé. Ce n'est pas pour ça que je dis que la façon de concevoir la pudeur de l'islam et de l'islam radical tel que nous la voyons est bonne. Je dis simplement que si aujourd'hui la place est prise par cette culture-là, c'est parce qu'elle a été abandonnée par la nôtre. Alors, je ne veux pas être que pessimiste, parce que tout cela suscite une inquiétude culturelle, dont parle Laurent Bouvet, par exemple, ou Finkielkraut. Eh bien, je crois que cette inquiétude culturelle sera le sursaut qui permettra de tirer le fil et de retrouver les racines de notre culture. Parce que tant qu'il n'y a pas d'inquiétude, eh bien on se disait, après tout, la libération sexuelle, ça c'est sympa, la dérégulation des rapports hommes-femmes dont je vous parlais aussi, ne plus cogner le sida à l'école, oui pourquoi pas. Vous voyez tout cela, le catéchisme c'est un peu pénible. Donc on n'en voyait pas le prix, tant qu'on a les choses on n'en voit pas le prix. Là, tout d'un coup, on se dit, ah, mais ma crèche est en train de partir, mes églises sont en train de se fermer, il y a des minarets qui se construisent plus haut que des clochers. Là, je ne suis plus d'accord. Et je crois que cette inquiétude-là, eh bien, cette souffrance, vous savez, on dit que, notamment après 40 ans, quand on a mal quelque part le matin, ça veut dire qu'on n'est pas mort. Et bien, la culture
française, c'est ça aussi. S'il y a une inquiétude culturelle, c'est que la culture n'est pas morte. Quand personne ne sera plus inquiet, c'est qu'elle sera vraiment morte. Et ce qui me frappe, et à mon avis la solution, le prince parlait tout à l'heure de la manif pour tous, c'est qu'on a tendance à vouloir artificiellement séparer, toujours dans une optique de lutte des classes qui me paraît assez désuète, la France périphérique, des gens simples, on en a parlé tout à l'heure, de la France conservatrice, plutôt bourgeoise, qui serait descendue dans la rue au moment de la manif pour tous. Eh bien moi je pense tout le contraire. À l'instar de Guillaume Perrault qui a sorti un livre pour défendre les conservateurs, soyez fiers, il dit le peuple est conservateur. C'est vrai, je pense que s'il y a une inquiétude culturelle, c'est parce que le peuple est conservateur. Et à contrario, eh bien cette France de la manif pour tous qui est descendue dans les rues, elle est un peu périphérique. Vous savez, Chantal Delsol, dans son livre, ce qui s'appelle L'impopuliste et demeuré de l'histoire, et elle explique que, vous savez, on considère cette Europe de l'Est, elle se place sur le plan européen, elle dit l'Europe de ces pays de l'Est, qui n'est pas tout à fait d'accord, ou même pas du tout, avec le mariage pour tous, qui renacle à adopter toutes nos grandes avancées très éclairées, eh bien, c'est une sorte d'Europe périphérique. Elle l'appelle l'Europe périphérique. Eh bien, finalement, cette Europe périphérique est complètement en phase avec tous ces militants de la manif pour tous, que l'on dit bourgeois, mais en fait, si on y regarde bien, c'est des gens qui s'accrochent aux branches, mais ils sont souvent de beaux restes, mais c'est un peu une bourgeoisie périphérique, là aussi. Moi, je n'habite pas Dreux, j'habite Versailles. Je vois bien qu'il y a un mouvement centrifuge qui pousse les gens, pour des raisons financières, de la même façon que cela s'est passé dans la France périphérique, vers des banlieues toujours plus éloignées, vers Villepreux et ailleurs. Ils ont été ruinés par les droits de succession, par une fiscalité absolument aberrante. Ce sont souvent des familles très nombreuses, qui ont des bouches à nourrir, avec quelques fois qui ne sont pas biactifs, comme la plupart des foyers familiaux. Donc eux aussi rencontrent certaines frustrations que rencontre aussi la France périphérique. Alors je crois que le jour, simplement eux ont su bénéficier peut-être, contrairement à cette France périphérique, ont su conserver notre culture. Alors je pense que peut-être que notre culture renaîtra de l'alliance de ces deux France, quand elles se rencontreront, quand elles cesseront de se croire des intérêts de classe différents. Et à ce moment-là, tout pourra être reconstruit. Je crois que c'est déjà parti, si j'ose dire, puisque vous parliez d'échelons local pour reconstruire. Moi, je pense à toutes ces écoles hors contrat, par exemple, qui se montent à l'initiative des parents ici, des parents là. Les parents se saignent aux 80 pour faire ces écoles-là. Ils ne se battent pas en haut, ils ont un peu renoncé à intégrer les ministères peut-être pour faire changer les choses, mais ils se battent en bas, petit à petit, pour créer ces écoles hors contrat. Donc je crois que, pour le moment, elles sont peu répandues dans la France périphérique et Espérance banlieue, mais il va y avoir Espérance rurale. Je me suis laissé dire, il n'y aura plus que la France LMPT, entre guillemets, pas seulement qu'il y aura ces écoles hors contrat. Donc je crois beaucoup au renouveau de la culture par ce biais-là. Voilà, merci de m'avoir écouté aussi longtemps, je suis désolée. Merci Gabriel, tu as parlé 9 minutes, donc rassure-toi, tout va bien. Par rapport donc, à cette urgence intérieure et à cette capacité de reconquête dont a parlé Gabriel, il y a une urgence extérieure qui est la manière dont, peu à peu, la chrétienté, qui était un bien commun à vocation universelle et d'ailleurs universellement répandue, est elle-même en train de fondre peu à peu, de se fragmenter. Et alors, je ne parle pas des grands schismes et des grandes hérésies, je parle juste de la disparition physique des chrétiens dans le monde entier et notamment dans des lieux bien précis qui sont tous les lieux orientaux où la chrétienté a pourtant précédé l'islam. Est-ce qu'il est légitime de considérer qu'il y a une urgence diplomatique française à s'occuper des chrétiens d'Orient? Alors le problème, Philippe, c'est que vous avez déjà été politiquement incorrect, puisque même l'Église catholique en France refuse aujourd'hui de parler de chrétienté. C'est très mal de parler de chrétienté. C'est dangereux parce que ça amène des sujets de civilisation, des sujets de culture, des sujets de transmission de relations. Ça va bien au-delà qu'une attention épisodique. Et ça nous donnerait des responsabilités que parmi les élites dirigeantes, qu'elles soient civiles ou religieuses, bien nombreux ont décidé d'abandonner.
Évidemment, il y a une urgence diplomatique, puisque vous connaissez ici qui est Tanger. Nous vivons à l'époque de Bruxelles et Riyad, c'est-à-dire la double démission, le double abandon, à la fois de l'éthique, de la politique étrangère de la France d'un point de vue intellectuel et moral. Quand Laurent Fabius est arrivé en prenant la diplomatie économique, qui signifie en gros que l'Arabie Saoudite devait être ramenée d'un tiers à 2 tiers, voire 3/4 de nos exportations d'armes, 6 milliards d'euros en 2015 par exemple. Voilà ce que ça voulait dire pour eux. Donc cette démission intellectuelle et morale est importante. Il y a aussi une démission politique qui va au-delà de la question de la souveraineté, qui est la volonté d'amalgamer, de fusionner les intérêts du peuple français et donc de notre nation, dans ce cas-là noble, avec ceux d'autres nations. Et je crois que l'action française a assez travaillé sur le fait que même chez nos voisins, à la fois l'histoire, la géographie et même la participation à divers degrés à la civilisation européenne fait que nous avons des intérêts bien différents que même des voisins limitrophes. Ce qu'on a vu au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine il y a seulement 15 ans, malgré bien des tentatives. Pour parler plus spécifiquement du Proche-Orient, je crois que l'urgence diplomatique se situe à 3 niveaux. Le premier, c'est le plus sensible, le plus immédiat, et d'une certaine manière, Gabriel en a déjà parlé, c'est l'urgence migratoire. S'il y a une chose, un thème politique qui est partagé dans son rejet en Europe, c'est celui de la submersion migratoire, qu'on l'appelle grand remplacement ou autre, en fonction de ses idées politiques. Évidemment, cette subversion migratoire, elle ne peut pas être combattue simplement dans ses effets, c'est-à-dire la présence, la guerre culturelle dans notre pays, elle doit être combattue dans ses causes, et notamment le fait d'éviter de détruire des pays au Proche-Orient ou des pays en Afrique aide beaucoup à ne pas avoir des vagues migratoires. Par exemple, détruire le verrou libyen et détruire les milliards d'euros que l'Union européenne et la France ont investis pendant des années avec Muammar Kadhafi de manière à ce qui bloque ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, ça ne produit pas un bien commun, et c'est évident. Deuxième urgence, c'est l'urgence énergétique. Évidemment, quand l'ambassadeur de France était le premier à s'exprimer dans les capitales orientales, la France avait des participations à des contrats, des participations à des négociations qu'elle n'a plus maintenant, qu'elle alterne entre l'Espagne et l'Italie au moment de s'exprimer. Je vous alerte tout de suite sur un vieux délire de la France qui essaye de garder un peu d'espoir, qui consiste à dire que nous aurions gardé un magnifique appareil diplomatique. C'est sans doute que vous rencontrez peu de diplomates actuellement pour prétendre qu'on a gardé un magnifique appareil diplomatique. Le Vatican, par exemple, a gardé quand on voit un nonce apostolique, souvent c'est quelqu'un de fin, d'intelligent, et qui a une vision. Un ambassadeur français, 2 fois sur 3, c'est à peu près un répercuteur moyen, médiocre des éditoriaux du monde. On peut en parler après si vous voulez. J'ai une série d'anecdotes assez hallucinantes. Voilà. Troisième élément, c'est la bonne foi. Vous savez que le printemps arabe a été une grande réussite, que c'est un monde en développement, etc. Bon, demandez à vos grands-parents qui ont visité Alexandrie il y a 50 ans ce qu'était Alexandrie et ce qu'est Alexandrie maintenant, vous verrez s'il y a eu un progrès. Je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus du voyage. Donc l'urgence, elle est là. Je crois que j'ai essayé de la décrire de la manière dont je pouvais. En revanche, on pourrait avoir du mal à la lier avec le thème du bien commun, Richard, parce que sur la question diplomatique, le bien commun... Philippe, pardon. Sur la question du bien commun sur les relations diplomatiques, elle est extrêmement difficile à articuler. L'idée que le bien commun du tout universel fasse le bien des parties, si on ne l'aborde pas de manière très sereine, et très sérieux, très segmentée, on peut arriver à des horreurs universalistes et cosmopolites assez énormes. Et d'ailleurs, pour ça, c'est là que le principe monarchique nous aide beaucoup. Si on pense que la France a une vocation particulière, si on pense, Monseigneur, avec vous, que Dieu nous a donné une mission, une vocation, et que nous devons faire de notre mieux pour l'appliquer, là on peut considérer que la France, rendue à sa grandeur, rendue à sa mission, rendue à sa responsabilité, fera le bien des parties en existant dans l'ensemble du Proche-Orient. Si on pense simplement cela en lutte commerciale et en lutte d'influence, on a du mal à considérer que ça puisse être le bien des parties. Et d'ailleurs, c'est terrible à dire, mais sans doute que l'avènement du bien commun au Proche-Orient
ira par la souffrance de quelques partis qui aujourd'hui obstruent largement le bien commun. Voilà sur l'évidence. Pour les chrétiens d'Orient, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, vous savez qu'en fait on est en train de voir la beauté du monde disparaître. Au-delà des morts, au-delà des persécutions, au-delà des victimes, si notre génération ne se mobilise pas, dans 50 ans, dans certains pays, la diversité des peuples qui ont parfois 2000 à 4000 ou 5000 ans d'histoire, pour les Assyriens par exemple, va disparaître. Et donc on aura l'islamo-capitalisme. Vous savez, les Burger King halal. Le Proche-Orient, c'est en train de se passer. Finalement, l'État islamique, Al-Qaïda, donc vous savez que notre ministre des Affaires étrangères a considéré qu'il faisait du bon boulot, c'est interdit de le dire, mais c'est quand même malheureux. Ils ont réussi à se répandre, beaucoup moins pour des questions intellectuelles, morales, il y a beaucoup d'analyses là-dessus, c'est parce qu'on aurait un vide spirituel, etc. Ils ont réussi à se développer grâce à la télévision satellite, pas du tout à cause de votre vide spirituel. Éventuellement, votre vide spirituel a aidé au fait que vous arrêtiez d'y penser, de faire vos voyages, d'aller à Baalbek ou d'envoyer vos enfants à Baalbek et à Alexandrie pour voir quelle était la richesse du monde et que le christianisme et la chrétienté faisaient cette unité. En revanche, le développement de l'islamisme, ce sont des réseaux financiers clairs, des soutiens étatiques clairs, des manières de faire claires, et pour parler franchement, des conséquences géopolitiques évidentes. Quand on détruit un pays comme les Américains l'ont fait en 2003 en Irak, dont on sait, quand on y a déjà mis les pieds, que c'est déjà un magma communautaire, ben, on ne peut pas s'étonner des répercussions terribles. Quand la communauté internationale décide de ne pas régler la question des réfugiés palestiniens, c'est-à-dire des millions de personnes qui se baladent entre plusieurs pays depuis 50 ans, et qui sont évidemment financés par des groupes qui ont intérêt à les instrumentaliser, évidemment, vous créez le désordre et le chaos. Il n'y a pas une question d'être aligné sur une position ou l'autre, c'est juste une question factuelle. Donc oui, il y a une urgence, Richard, et il y a une urgence par Philippe, et il y a une urgence tellement importante que si vous étiez quelqu'un de cynique et qui ne pensiez pas du tout au prix des vies humaines, aux sommes des souffrances, il y a la question de la beauté du monde et de sa diversité réelle et bien entendu qui est en cause. Je peux vous assurer qu'un Proche-Orient qui est vraiment une région magnifique, riche et pleine de vie, qui serait résumée à Riyad et à 3 couloirs de Washington, ce serait quand même un monde bien moins beau dans lequel vivre dans quelques années. Je suis en train de négocier âprement le fait de pouvoir être un peu plus long pour avoir le temps de poser encore une question à chacun de vous. Et cette urgence culturelle, on voit qu'il y a un patrimoine matériel et immatériel de l'humanité. Est-ce que ça fait partie du bien commun français? Est-ce que le bien commun culturel français, c'est sa manière d'apporter la culture française au monde et sa manière d'accueillir la culture française? Voilà, quand Galland d'apporter la culture française au monde et de recevoir la culture du monde. Est-ce que ça fait partie d'un mouvement français, de l'identité française? Quand Galland traduit les Mille et une nuits, ou quand François Ier fait venir des peintres italiens, on voit bien qu'il n'y a pas une France du repli sur soi, mais qu'il y a en permanence une vocation universelle qui est un double courant. Est-ce que c'est ça aussi qui est détruit en ce moment par la volonté de ne plus enseigner une manière d'être français? C'est moi, non? Oui, c'est pour ça que je regarde. D'accord. Parce que quand tu poses une question, tu regardes les gens. En effet. Voilà, très bien, merci. Néanmoins, je pense que pour parvenir à faire ça, il faut soi-même être sûr de sa propre culture pour ne pas se faire submerger. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'accueille pas une certaine culture actuellement chez nous. Le problème, c'est qu'elle tend à remplacer la nôtre et non pas à l'enrichir ou au contraire à rivaliser de diversité. C'est ce que l'on essaie de nous dire, mais ce n'est pas le cas. Parce que ce que l'on enseigne à nos enfants, c'est que notre culture est bien médiocre, on en a dit beaucoup
beaucoup, mais finalement les autres la valent bien, voire valent mieux qu'elle. Donc évidemment, actuellement, ce n'est plus comparable à ce mouvement dont vous parlez, qui en effet a fait la richesse culturelle française. Je ne crois pas qu'actuellement l'accueil des cultures, des autres cultures, telles qu'on le fait actuellement, telles qu'on l'enseigne à l'école, soit perçu de la même façon, dans la mesure où notre culture à nous a été complètement mise sous boisseau. Avant d'apprendre à connaître les autres, il faut apprendre à se connaître soi-même, et le problème c'est que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Donc on arrive à des situations où des petits Français connaissent mieux la culture du voisin que la leur propre. Donc c'est vrai historiquement, ce que vous dites est vrai, mais ce n'est plus ce qui se passe actuellement, et je crois qu'actuellement cela sert de prétexte sans doute à une submersion culturelle, malheureusement. Non. Lui, il a le tien. Et est-ce que cette urgence culturelle française rejoint l'urgence diplomatique, non seulement parce que la France aurait vocation à préserver la beauté du monde, mais aussi parce qu'il y a un continuum, et que, en fait, cette urgence culturelle, c'est aussi un vocabulaire commun avec le reste du monde. Vous savez, Gabrielle a publié, elle en a parlé un tout petit peu, un ouvrage très intéressant sur le féminisme l'année dernière, dans lequel elle rappelle qu'on détruit assez rapidement un peuple quand on lui impose la burqa, qu'elle soit cosmétique ou chimique. Et je crois qu'effectivement, quand on est face à cette situation-là, eh bien on n'a plus le commun ne se fabrique pas. Le commun, il se découvre, le commun, il s'appréhende, il advient par un certain perfectionnement. On ne fabrique pas un commun à partir de rien ou à partir de bases vides. Et donc, comme on est sur un peuple à qui on essaie d'inventer, face auquel on essaye d'inventer des manières d'être ensemble, des objectifs nouveaux, sur des sujets aussi compliqués que la diplomatie, évidemment, ça ne fonctionne pas. Je voudrais vous citer la dernière phrase de l'ouvrage de Guilhem Delphin, qui publie aux éditions du CERF Souveraineté et désordre politique, qui est une interrogation du souverainisme tel qu'il s'est construit dans la politique récente. C'est vraiment un superbe livre. Il dit: il s'agit de retrouver la vertu et au-delà de la vocation propre à chaque peuple, le cœur de sa culture, qui est le terreau de tous les renouveaux. Ce travail de redécouverte à la fois historique, social et localiste, hein, pour redire ce que disait Gauthier tout à l'heure, c'est la seule manière qu'on a de ne pas être des Français de synthèse, mais d'être des Français réels, enracinés, et qui correspondent à ce que Dieu nous a donné comme mission en tant que peuple, en tant que famille et en tant qu'individu. J'ai du coup perdu un peu la réponse à votre question, Philippe, je l'admets bien volontiers. Non, mais c'était très beau. Réellement, en plus, réellement. On l'a dit, Dernière question, Alain Caballo. Tout à l'heure, Gauthier et Guillaume nous ont proposé des moyens concrets en fait, d'œuvrer immédiatement au bien commun. Est-ce que chacun de vous, dans votre parti, il y a une manière de servir ce bien commun diplomatique ou ce bien commun culturel qui est à la portée de chacun de nous, aujourd'hui et maintenant, une fois de plus? SOS Méditerranée, vous le savez peut-être, c'est près de 1000 volontaires qui ont été envoyés sur le terrain depuis 3 ans et demi, et 80 à 100 000 familles qui nous aident. On a lancé ça, j'avais 22 ans à l'époque, donc on s'est fait insulter par évidemment tout ce qui se compte à peu près de presse catholique de droite, puisque si les catholiques de droite soutenaient les gens qui essayent de faire le bien commun dans leur sens, ça se saurait, et puis après par le reste. Donc je crois beaucoup à cette notion d'engagement en se moquant absolument de tous ces gens qui n'ont plus aucun pouvoir. Voilà, un éditorial de La Croix, pour ne pas citer d'autres titres, qui vous attaque violemment. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun impact sur qui que ce soit, à part une micro-société qui vit entre elles. Et ce qu'on remarque, c'est que, c'est assez juste vis-à-vis de ce que Gabriel disait tout à l'heure, c'est que la France périphérique nous aide beaucoup, et relativement de ses moyens financiers, plus qu'une certaine élite ou partie de l'élite catholique. Parce qu'on a parlé à son cœur identitaire catholique. Alors je sais que ça ne fait pas la vie, etc. Mais c'est sûr que quand on veut avoir un langage commun, une langue commune avec son peuple, eh bien parfois il faut accepter de faire
quelques malheureux. Donc ils peuvent nous aider en s'engageant chez nous, ils peuvent surtout nous aider en restaurant la prière familiale pour ceux qui sont catholiques, puisque c'est la seule manière d'avoir une transmission qui est autre que une transmission épisodique, et puis ceux qui ont d'autres types de spiritualité, adaptés aux types de spiritualité évidemment. Et je crois que pour empiéter un peu sur ce que va dire Gabriel, il y a une question de dignité. Emmanuel Macron nous dit soyez des milliardaires, alors qu'en Europe on nous a dit, c'est une de nos expressions dans le sud-ouest, c'est faites ce que vous devez. Je crois que la nation qui fait ce qu'elle doit, c'est une nation qui va bien plus loin que celle qui rêve d'être milliardaire. Comme restaurer tous ces petits lieux de dévotion locaux qui, à mon avis, sont un fil à tirer pour renouer avec une culture bimillénaire et qui parle à la France périphérique dont on parlait, qui est moi je sais que j'ai un pèlerinage le 15 août au Mas du Noyer où on retrouve tous les paysans du Point et je pense que c'est un lieu de communion fort. Plus généralement, moi je suis persuadée que la transmission de la culture, malheureusement aujourd'hui, se fait essentiellement au sein des familles, enfin pas malheureusement, mais parce qu'elle n'est pas faite ailleurs, malheureusement pour ceux qui n'en bénéficient pas, elle se fait au sein des familles. Donc l'école est un élément essentiel, bien sûr, et puis il faut aussi avoir des enfants. Ça paraît idiot, mais j'ai eu une controverse avec l'auteur du Grand Remplacement un jour, il y a 1 an, je crois. Je lui disais que j'avais 7 enfants, et il m'a dit « Oh, mais comme les femmes africaines, c'est parfaitement déraisonnable. » Moi, j'ai pas envie que la France devienne un musée. Je sais que cette culture française, elle vivra dans le cœur de mes enfants, à défaut de vivre ailleurs. Moi, je pense toujours à ce vers de Victor Hugo, préservez-moi, mes parents, mes amis, mes ennemis même, dans le mal triomphant de jamais voir la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles et la maison sans enfants. Et bon, on peut le dire aussi de son pays. Un pays sans enfants, c'est un pays qui est mort. Donc, je vois plein de jeunes. Je leur dis, ayez des enfants et transmettez-leur la culture française. C'est un message que nous ferons passer aussi à Emmanuel Macron et Renaud Camus qui seront extrêmement sensibles. Voilà, le colloque est presque fini et donc si M. Trémollet-Villers avait la gentillesse de venir le conclure et de faire en sorte d'embrasser tout ce qui a été dit pour le porter à un niveau encore plus haut, nous serions ravis.